Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie a plaidé depuis New York pour l'adoption d'une nouvelle approche visant à relancer l'option de la paix et parvenir à un règlement équitable et inclusif de la cause palestinienne. Déclaration faite lors de l'allocution du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf devant le Conseil de sécurité. L'armée sioniste continue de bombarder Khan Younes au sud de la bande de Gaza sur fond de discussions en vue d'obtenir une trêve alors qu'un nouvel ordre d'évacuation relayé par l'armée sioniste touche plusieurs secteurs de cette agglomération. Dans l'actualité également, ce nouveau rapport de l'organisation Human Rights Watch qui revient sur les violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. L'ONG s'est intéressée par ailleurs à la situation des droits de l'homme au Maroc en mettant en lumière les cas de militants du mouvement de protestation de la région du Rif, toujours en détention arbitraire. On parlera également de ces chantiers lancés par le secteur des transports afin de renforcer davantage le secteur de l'industrie en Algérie et apporter une nouvelle dynamique à l'économie du pays. On citera comme exemple cette nouvelle route reliant le port d'Oran à l'autoroute sur une distance de 26 km et le dédoublement de la ligne ferroviaire électrifiée reliant Oued-Lilet à Tlemcen. Une visite à la fin du journal du palais Ahmed Bey qui fut autrefois la résidence du Bey et le centre du pouvoir dans la région de Constantine. Il a été baptisé Musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec les travaux de la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne auquel le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf a pris part hier à New York, chargé par le président de la République. Cette réunion à laquelle participe l'Algérie comme seul membre arabe du Conseil de sécurité s'inscrit dans le cadre des efforts et des démarches visant à exercer davantage de pression pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mettre fin à l'agression de l'entité sioniste et lever le blocus imposé par cette dernière aux efforts de secours et d'aide humanitaire. Je vous invite à écouter Ahmed Attaf. لم أجد أنسب وأليق وأجدر ما أستهل به مساهمتي هذه في نقاش. Je n'ai pas trouvé plus judicieux et plus opportun pour entamer mon allocution à l'occasion de notre réunion d'aujourd'hui que de vous transmettre le message du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le message que le président de la République m'a chargé de transmettre est un message de reconnaissance et de gratitude au secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, et à l'ensemble des organes de l'ONU pour les efforts qu'ils n'ont eu de cesse de mener en vue d'atténuer les tragédies qui s'abattent sur Gaza, panser ses plaies et y arrêter l'effusion de sang. Il s'agit également d'un message de soutien et de reconnaissance des efforts incessants consentis en dépit des critiques et tentatives d'atteinte à leur crédibilité et autorité à travers des actes de provocation et de chantage émanant d'une occupation qui se croit invincible et inexpugnable. À Monsieur le secrétaire général, nous apportons tous nos encouragements et manifestons tout notre respect. Par ailleurs, nous nous inclinons à la mémoire de tous ceux qui ont été au service de l'humanité sous la bannière des Nations Unies et qui ont laissé la vie à Gaza pour défendre les valeurs et principes onusiens. Le message est aussi un message de recueillement à la mémoire des martyrs palestiniens morts pour leur pays et pour une cause qui est également la nôtre. L'agression sioniste sur Gaza est en phase d'entamer son 5e mois et les perspectives de porter l'agresseur à cesser les hostilités sont toujours dans l'impasse. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a salué cette initiative courageuse visant à amener l'occupant à assumer ses responsabilités quant au génocide contre des innocents à Gaza, rappelant par la même occasion cette revendication historique de tenir une conférence internationale pour la paix sous l'égide des Nations Unies. On écoute Ahmed Attaf. ترحب الجزائر وتثمن تثمينا عاليا
L'Algérie salue hautement les prémices des écarts vis-à-vis de ces traitements privilégiés qu'on entrevoit à travers des initiatives nobles, courageuses et audacieuses visant à amener l'occupant sioniste à assumer ses responsabilités. À l'instar de l'initiative du président Abdelmajid Tebboune portant mobilisation des experts juridiques et organisations juridiques internationales en vue de poursuivre cette entité sioniste en justice devant les instances internationales pour mettre un terme à des décennies d'impunité et de non-reddition de comptes dont jouit cette entité, ainsi que l'initiative de l'Afrique du Sud d'intenter une action en justice contre l'occupant devant la Cour internationale de justice pour génocide contre Gaza. Je rappelle également l'initiative du Chili et du Mexique de saisir la Cour pénale internationale pour des crimes multiformes auxquels s'est livré et se livre l'agresseur sioniste contre la bande de Gaza. Ces initiatives sont dignes de soutien et d'encouragement car constituant des démarches judicieuses sur la voie de la raison. Partant de toutes ces considérations, l'Algérie a réaffirmé sa revendication historique de tenir une conférence internationale pour la paix sous l'égide des Nations Unies, où il sera convenu de mettre fin au conflit arabo-israélien de manière définitive, conformément aux résolutions de la légalité internationale et de mettre en œuvre la solution à deux États sous la surveillance rigoureuse, le suivi étroit et la garantie sûre de la communauté internationale. Ahmed Attaf a tenu hier au siège de l'ONU plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues parmi les représentants des États membres et non membres au Conseil de sécurité. Dans ce cadre, ses discussions avec son homologue russe Sergueï Lavrov ont été axées sur les relations de coopération et de partenariat unissant les deux pays ainsi que les voies et moyens de renforcer leur coordination au sein du Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne la question palestinienne et la situation dans la région sahélo-saharienne. Lors de sa rencontre avec son homologue indonésienne, Retno Marsudi Attaf a évoqué la nécessité d'intensifier les pressions diplomatiques en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Par ailleurs, la rencontre entre Attaf et le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a permis d'examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment à l'approche de la visite officielle qu'effectuera le président iranien Ebrahim Raisi en Algérie. D'autre part, les entretiens avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères et des expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Safadi, étaient une occasion de passer en revue la dynamique positive qui marque les relations bilatérales au vu de la vision commune des dirigeants des deux pays et les moyens de soutenir le peuple palestinien frère. Le chef de la diplomatie algérienne a aussi rencontré son homologue malaisien, Mohamed Hassan, avec lequel il a passé en revue l'état des relations algéro-malaisiennes et les moyens de les renforcer. Enfin, Attaf a rencontré son homologue libanais, Abdallah Bouhabib, qui ont évoqué les relations bilatérales et les efforts et les initiatives en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce mercredi au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire Peter Kakou, chef d'état-major de l'armée de la République sierra-léonaise, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national et les honneurs militaires présentés à l'hôte par des formations représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Ont pris part à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de forces et de la gendarmerie nationale, des chefs de département et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation sierra-léonaise. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation sierra-léonaise, le général d'armée a exprimé sa confiance en la réussite de cette visite qui intervient dans le prolongement de celle effectuée par le président sierra-léonais en Algérie, lors de laquelle les dirigeants des deux pays se sont engagés à promouvoir les relations bilatérales au niveau les plus élevés. Je vous propose d'écouter. هذه الزيارة الأولى من نوعها بعد الزيارة الرسمية التي قام بها السيد
جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون إلى الجزائر مطلع السنة الجارية بدعوة من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. وهذا ما يدل على نجاح هذه الزيارة الهامة وكذا على حرص قيادتي البلدين على دفع بعلاقاتنا الثنائية لمستويات أعلى، خاصة وأن بلدينا بصفاتهما عضوين غير دائمين بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة يحرصان على تعزيز التشاور من أجل الدفاع عن مصالح إفريقيا ومواقفها المشتركة. وعليه فإنني على يقين تام بأن زيارتكم هذه ستشكل دون شك تمهيدا للتعاون عسكري مثمر ومفيد لكلا البلدين، لا سيما وإن القارة الإفريقية تشهد ظروفا أمنية صعبة ومعقدة. Le général d'armée a souligné que l'armée nationale populaire est animée d'une volonté réelle pour développer une coopération militaire bilatérale pérenne, fondée sur la confiance et la concertation. On écoute. أؤكد لكم بمناسبة هذه الزيارة الهامة أنه تحدون في الجيش الوطني الشعبي إرادة حقيقية من أجل العمل معكم لإرساء وتطوير تعاون عسكري مستديم قائم على أساس الثقة والتشاور، ويأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين اللذين يحرصان على المساهمة بفعالية في إرساء السلم والاستقرار على مستوى فضائنا الإفريقي. De son côté, le général de corps d'armée Peter Kakou a fait part de sa gratitude pour les marques d'hospitalité qui lui ont été réservées, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Par ailleurs, il a exprimé la convergence des points de vue sur les questions sécuritaires abordées lors des entretiens et émis le souhait que sa visite en Algérie constitue une pierre angulaire à l'établissement de relations militaires solides, fécondées au service des intérêts suprêmes des deux pays. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que le chef d'état-major sierra-léonais ne procède à la signature du livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. On vous parle à présent de transport. Les travaux de réalisation de la voie d'évitement reliant le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest vont bon train. Cette nouvelle route aura pour objectif de désengorger la région et fluidifier le transport. Un projet de dédoublement de la ligne ferroviaire électrifiée reliant Oued Tlilet à Tlemcen est aussi en cours pour faciliter le transport dans la région ouest du pays. Walid Yousfi. Avec un coût total de 50 milliards de dinars, les travaux de la voie d'évitement reliant le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest ont atteint les 92% d'avancement. Une fois livrée, cette nouvelle route devrait désengorger le trafic routier dans la région et fluidifier la circulation des camions de gros tonnage de et vers le port d'Oran. Cette nouvelle route reliera le port d'Oran à l'autoroute sur une distance de 26 km. Le premier tronçon est de 8 km. Autre projet important dans le secteur des transports, celui du dédoublement de la ligne ferroviaire électrifiée reliant Oued Tlilet à Tlemcen. Ce projet comprend la réhabilitation de la voie ferrée à la gare de Oued Tlilet et la réalisation de 2 nouvelles gares de voyageurs à Sidi Bel Abbas et Tlemcen. Au niveau de l'entrée de la wilaya de Tlemcen, il nous reste les travaux de grosses œuvres sur 2 km, comprenant 2 mégaponts que nous achèverons cette année. Les travaux du projet reliant Hassim Fsour et Btewa sur une distance de 12 km sont arrivés à leur terme.
Cette ligne entrera en service dans les plus brefs délais. Lorsqu'on reliera Garaj Bilat et Béchar jusqu'à Erzeu, on aura atteint plus de 1600 km. Ce tronçon en cours de réalisation nous permettra de transporter le fer vers la zone industrielle. De quoi renforcer davantage le secteur de l'industrie en Algérie et apporter une nouvelle dynamique à l'économie du pays. Et à propos d'investissement, une usine de production de batteries connaît le succès depuis déjà 15 ans à Leroy. L'unité a formé bon nombre de ses employés et se charge de recycler également. Une mission accomplie selon les normes internationales pour un minimum de déchets et un minimum de matières premières exportées. Reportage Badia Marni. Ce que vous voyez sur ces images ne sont pas des batteries d'importation, mais bel et bien des batteries produites localement par cet investisseur privé qui a choisi Leroy pour implanter son usine et créer de la richesse dans la région. L'unité Tala existe depuis 2007, mise en exploitation à partir de 2009. Le nombre d'employés ici au niveau de l'unité, à peu près 40. Et nous produisons divers produits de batteries de démarrage de différents types de véhicules. Bon, à mon avis, ces derniers temps, l'économie en Algérie, ou bien on va dire le secteur surtout industriel, a connu de véritables mutations. Mutations qui restent positives. Grâce à laquelle tout le monde, maintenant tous les opérateurs économiques sont mis à pied d'égalité en termes de chances et d'opportunités. Une quarantaine d'emplois sont créés par cette entreprise. Les ouvriers de l'atelier, dont beaucoup sont formés dans cette unité, exécutent avec précision chacun la tâche qui lui incombe. J'ai intégré cette usine en 2017. On travaille avec des Algériens et même des Chinois. Ils nous ont appris petit à petit et maintenant j'ai appris le métier. Cette entreprise ne se contente pas de fabriquer des batteries, mais fait également le recyclage de celles qui sont usagées. D'ailleurs, une autre unité est mise en place pour assurer cette activité. L'aspect environnemental est pris en charge par cet opérateur économique dont l'usine ne génère pas de pollution atmosphérique car il applique les normes internationales dans ce domaine. L'usine génère aussi des recettes en devises. Dans son action environnementale, en recyclant des batteries considérées comme produits dangereux, les batteries viennent ici, sont recyclées, transformées en matières premières, destinées une partie, on va dire, en priorité à la production nationale et le surplus est exporté. Notre unité avait réalisé cette année un chiffre avoisinant les 1,7 million de dollars d'exportation en termes de matières premières. Cette matière première proposée déjà sur une plateforme pour la production locale. Une partie est partie pour la production locale, une partie qui a été expédiée à l'étranger. Le marché de l'automobile étant relancé en Algérie, cette unité pourrait participer à l'essor de cette activité. On fait à présent le point sur la situation dans la bande de Gaza où la principale ville du sud, Khan Younes, a été encerclée tôt ce mercredi par l'armée sioniste. Des témoins ont rapporté des tirs d'hélicoptères militaires sionistes autour de la ville. L'ONU y a fait état d'une intensification des violences et d'un nouvel ordre d'évacuation relayé par l'armée sioniste touchant des secteurs de cette agglomération où se trouvent 88 000 habitants et environ 425 000 personnes déplacées. Marim Damis. L'armée sioniste poursuit ses agressions barbares contre le peuple palestinien, notamment à Khan Younes, alors que des pourparlers pour une trêve avec le Hamas sont en cours. Ces négociations interviennent après que l'armée sioniste a enregistré sa plus grande perte humaine quotidienne cette semaine, soit 24 militaires sionistes. Chaque jour, le bilan des victimes des massacres sionistes à Gaza s'alourdit. Durant les dernières 24 heures, les bombardements de l'armée d'occupation ont fait plus d'une centaine de martyrs et de blessés.
Les corps de nombreuses victimes sont toujours enfouis sous les décombres. Ciblés par les bombardements, les secouristes tentent tant bien que mal d'accomplir leur travail au péril de leur vie. Par ailleurs, 3 missions d'aide humanitaire indispensables qui se dirigeaient vers le nord de Gaza ont été empêchées par les forces sionistes. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que l'expansion des opérations d'aide humanitaire indispensables à Gaza au cours des 2 premières semaines de 2024 avait été empêchée par les forces sionistes. Pour sa part, Antonio Guterres a souligné que rien ne peut justifier la punition collective infligée au peuple palestinien. Il a même plaidé en faveur de l'ouverture de nouveaux points de passage pour l'aide humanitaire, essentielle pour plus de 2 millions d'habitants qui font face à des conditions inhumaines. Le nombre de détenus palestiniens en Cisjordanie occupés dans les prisons de l'entité sioniste a encore augmenté à plus de 6200 depuis le 7 octobre, après l'arrestation de 25 Palestiniens. Des campagnes d'arrestation accompagnées de perquisitions et de harcèlement à grande échelle, de passage à tabac et de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus des saccages et des destructions généralisées des maisons de citoyens palestiniens. Dans l'actualité également, ce nouveau rapport de l'organisation Human Rights Watch qui revient sur les violations des droits de l'homme qui se sont poursuivies en 2023 dans les territoires sahraouis occupés. L'ONG s'est intéressée par ailleurs à la situation des droits de l'homme au Maroc en mettant en lumière les cas de militants du mouvement de protestation de la région du Rif, toujours en détention arbitraire. Yanis Eid Belkacem. Muselés, harcelés, surveillés et dans certains cas condamnés à de longues peines d'emprisonnement par les autorités d'occupation marocaines, c'est le quotidien des Sahraouis décrit par l'organisation Human Rights Watch dans son rapport annuel de 2024, qui cite le cas des 19 Sahraouis du groupe Gdemizik, toujours en prison après avoir été condamnés à l'issue de 2 procès inéquitables en 2013 et 2017 en raison de leur lutte pacifique pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'ONG note que lors de ces 2 procès, les tribunaux se sont appuyés presque entièrement sur leur aveu à la police pour les condamner sans enquêter sérieusement sur les allégations selon lesquelles les accusés les avaient signés sous la torture. L'ONG s'est intéressée par ailleurs à la situation des droits de l'homme au Maroc en mettant en lumière le cas des 40 militants du mouvement de protestation de la région du Rif, toujours en détention arbitraire pour avoir exprimé en 2017 leur colère contre les conditions socio-économiques locales. Parmi les personnes condamnées figure l'un des leaders du Hirak, Nasser Zefzafi. Rabat est critiqué aussi par l'ONG pour n'avoir mené aucune enquête crédible et indépendante, ni offert une indemnisation appropriée aux survivants et aux familles des victimes du drame, des demandeurs d'asile et des migrants brutalement tués à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla en juin 2022. Une page sport avec tout d'abord cette qualification de la sélection algérienne de handball en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations. C'était hier au Caire où le 7 algérien a battu son homologue congolais par 36-23, 4e victoire d'affilée des Verts dans cette compétition et qui leur garantit une qualification pour la Coupe du Monde 2025. Menée à la mi-temps par 14-15, les Algériens ont renversé la situation en seconde période pour l'emporter largement. Prévu demain 25 janvier, le prochain match des Verts les opposera à l'équipe du Cap-Vert. On écoute à présent les déclarations des joueurs. C'est vrai que c'était un match hyper important pour nous. C'était un match à qualification directe pour le championnat du monde. C'était l'objectif premier qu'on s'était fixé en venant ici. Donc forcément, la première mi-temps, on était un peu crispé. On a joué un petit peu avec le frein à main. On est retourné un petit peu dans nos travers qui nous avaient fait défaut sur les matchs de préparation. Mais vraiment, le gros point positif, c'est qu'on est resté soudés, on ne s'est pas énervé. On s'est dit les choses dans le vestiaire à la mi-temps et on est revenu conquérant en deuxième mi-temps. Et on a montré notre vrai visage, le visage qu'on a montré contre le Maroc. Et voilà, la deuxième mi-temps, c'est notre vrai visage. On est capable de faire encore beaucoup de choses. Alhamdoulilah, deuxième mi-temps, le groupe a été solidaire. On a donné la meilleure facette de notre équipe. Inch'Allah, le premier objectif, c'était de se qualifier au mondial. Donc, le deuxième objectif, pour le maximum, Inch'Allah, on va la Coupe d'Afrique. Pourquoi?
Et puis la sélection algérienne de football a été malheureusement éliminée dès la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations en s'inclinant hier à la surprise générale face à la Mauritanie sur le score de 0-1 en match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe D disputée au stade de la Paix de Bouaké en Côte d'Ivoire. Le retour sur le match avec Sid Ahmed Bouraïb. Pour la seconde fois consécutive, l'Algérie est éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations dès le premier tour. Après les contre-performances des deux premiers matchs, les Verts se devaient de réagir face à la Mauritanie. L'équipe nationale se montre dangereuse mais n'arrive pas à trouver la faille. Et c'est les Mauritaniens qui ouvriront le score à la 36e minute après un cafouillage. En deuxième période, les Algériens tentent le tout pour le tout, mais les quelques occasions procurées ne sont pas transformées. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Victoire et qualification historique pour la Mauritanie. Pour l'Algérie, en revanche, c'est une élimination peu glorieuse. Les Verts quittent la Côte d'Ivoire à la dernière place d'un groupe D qui était sur papier très abordable. Place au déroulement des 4 derniers matchs de la troisième journée. Groupe E et F pour le compte de la CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire. Il s'agit des rencontres Afrique du Sud, Tunisie, Namibie, Mali à 18h dans le groupe E et Tanzanie, RDC, Zambie, Maroc à 21h dans le groupe F. Au cœur de la vieille ville de Constantine, le palais Ahmed Bey se dresse en tant que témoin des civilisations qui ont laissé leur empreinte sur ses murs. Il a subi plusieurs opérations de restauration et fut baptisé Musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles. Reportage Amina Ben Matouche, le commentaire est signé Amel Siridir. Situé dans la vieille ville de Constantine, le palais Ahmed Bey fut autrefois la résidence du bey et le centre du pouvoir dans la région. Érigé 10 ans après le début de sa construction, ce majestueux palais se dresse toujours comme un édifice témoignant de l'art, de l'architecture ottomane. L'architecture de ce palais est exceptionnelle. Elle se distingue par ses formes et ses décors inspirés des palais orientaux. Ce qui le rend encore unique, c'est les détails ornementaux, incluant des fresques murales illustrant des thèmes visant à mettre en avant la puissance de l'Empire ottoman et le rôle politique prépondérant de ce palais à cette époque. Un édifice qui enchante les esprits et séduit le regard grâce aux tableaux artistiques. Ses arcades imposantes et ses salles. On y trouve également des jardins et des espaces verts nous transportant à travers les époques lointaines qui racontent l'histoire des civilisations qui se sont succédées. Il s'agit de la dernière construction érigée à cette époque à Constantine et peut-être même dans toute l'Algérie. Ce qui le distingue, ce sont les jardins qui ont été aménagés autour, faisant de ces espaces verts l'élément central de toutes les pièces du palais. Le palais est désormais baptisé Musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles. Il a subi plusieurs opérations de restauration par des experts et accueille aujourd'hui les touristes. Nous nous trouvons dans l'aile dédiée à la fille d'Ahmed Bey, un espace splendide. Le palais abrite également des fenêtres archéologiques, des passages secrets, ainsi qu'une prison et des écuries pour les chevaux. Le palais Ahmed Bey demeure un héritage vibrant, résonnant des échos de l'histoire et de la splendeur d'une époque révolue. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.